Hello, je vais pas te voir. Hello, hello. J'ouvre un nouveau vlog. On est dimanche 15 décembre. Je passe tous mes dimanches avec un pyjama, mais une petite tenue d'intérieur, un pyjama que je ne porte que la journée du dimanche. Voilà. Donc pyjama Friends que j'ai pris chez Primark parce qu'on m'a demandé d'où venaient mes pyjamas, etc. C'est souvent Primark. Quelques-uns, il y avait Etam. Voilà, je vais ouvrir ma calendrier de l'Avent, il est midi, j'ai passé la matinée à travailler sur mes plus gros projets de 2025 et là, voilà. Voilà. Alors, en fait, et le pire c'est que j'ai fait ça, j'ai fait de la création de contenu. Hier soir j'ai monté des vidéos jusqu'à minuit et demi. Tout va bien. Histoire de me dire allez c'est bon parce que j'ai l'impression d'être en retard partout. Donc à un moment donné il faut que je me rende compte que non, c'est pas vrai. Et puis en plus là j'ai trop une idée de réel à poster ce soir et donc sur Instagram. Donc j'ai envie de la faire. Et à un moment donné il va falloir apprendre à arrêter. Voilà. Parce que je sors d'un burn-out, donc ok j'ai des projets dingues avec des deadlines juste intenables, ou alors des projets où il n'y a que moi qui tiens des deadlines et que le reste du monde s'en fiche, mais que du coup je dois continuer à maintenir des deadlines. Et à me donner où en fait, stop. Voilà, mais bon je vous dis ça, on est le 15 décembre et ça va être comme ça jusqu'à la fin du mois. Au moins. Alors, j'ai ouvert le English Tea Shop avec ce thé Chai Charge. Chai Charge. Chai enivrant, infusion biologique de rooibos, de cannelle, de clou de girofle, de curcuma et de cardamome. J'ouvre maintenant le calendrier de l'Avent Palais d'été. On est toujours le 15. Alors. Oh yeah. J'adore celui-là. C'est le rooibos des Vaini. Oh, qu'est-ce que je l'ai... C'était mon préféré des rooibos en fait. Ce qu'il y a c'est que j'ai eu une période rooibos parce que je ne pouvais pas boire de thé vert. Je ne pouvais pas boire de thé. Et puis maintenant je peux boire du thé vert. J'ai réussi... j'ai eu des soucis de santé. Puis j'ai beaucoup travaillé sur moi pour améliorer ces soucis de santé, pour ne plus les avoir. Et donc le rooibos j'en bois vraiment beaucoup moins, voire quasiment plus. Limite je trouve que c'est le rooibos qui m'irait plus maintenant que le thé vert, ce qui est bizarre. Mais le rooibos des Vaini, celui-ci c'est un incontournable. Ah ils sont bons dis donc. Comptoir français du thé, forêt de Noël, thé noir bio, pas de bol, anis vert, arôme naturel de pin, morceaux de gingembre, arôme naturel de myrtille, pétales de rose, poivre, rose. Ok, donc ça, ce sera pas pour moi. Le calendrier de l'Avent Kinder Bueno, qui n'est pas une surprise, mais qui est trop bon. Kinder, oh la vache, vraiment du mal. Calendrier de l'Avent Milka. Avec des chocolats trop bons mais un peu mou. C'est un paquet cadeau. Ce qu'il y a c'est que juste à l'enlever j'ai l'impression que ça fond dans mes doigts quoi. Je me sens pas douée. Mais il part pas. Enfin je veux le manger, je veux pas manger ce qui est fondu dans mes doigts quoi. C'est du chocolat du coup. Voilà. Next. Calendrier de l'Avent, papeterie de Mathilde Garcia. J'avais pas ouvert hier et je vais ouvrir aujourd'hui. Donc, j'imagine une carte un petit peu grande d'illustration. Une jolie carte. Dans la collection Alice. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin peut t'y mener, de Lewis Carroll. J'adore. Voilà. Collection Alice. Et, alors ça je ne sais pas du tout. Bah si, c'est peut-être des stickers en fait.
c'est ça. Hop. Cleanse Lovers. Nouvelle vie en cours de téléchargement. Je suis accro à la lecture, je ne veux pas me soigner. Voilà. Ça, c'est je suis accro à la lecture et je ne veux pas me soigner. Je suis accro à la lecture et je ne veux pas me soigner, mais je travaille 50 000 heures par semaine et je peux pas lire autant que ce que j'aimerais. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait ajouter pour moi en ce moment. Le livre de mon calendrier de l'Avent livresque. Alors, il me reste 4 grands formats. Moi, je pense que ça va être encore un thé meurtrier d'Oxford. Je crois qu'il me restait 2 tomes à prendre. Je ne sais pas. Ça fait épais pour un thé meurtrier d'Oxford. J'en ai pris 2. Je crois que j'en ai pris 2. 2 ou... C'est ça ou c'est pas ça? J'arrive pas à savoir. Alors. C'est un Hauteville, donc rien à voir. Ah, et ben c'est l'autrice qui fait les livres avec des étudiants scientifiques à chapitre. Et j'avais trop envie de le lire, et trop envie de le lire, et trop envie de le lire. The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. J'en ai tellement entendu parler, j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai trop hâte. Voilà. Donc c'est un livre qui n'existe pas en format poche en fait. C'est dans les romances, ça fait un peu comme certains livres. Enfin, je trouve que dans les romans ados, il y a young adulte. Là, je sais pas si c'est du young adulte, je pense pas. Je pense que c'est de la romance tout court, mais je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont bien, mais qui sont dans des prix entre 15 et 20 € en fait. Il n'y a pas de poche. Ce qui fait que quand on est allé à Montreuil et que ma grande, donc on a pris 47 livres, je crois, alors que l'année dernière, on en avait pris 20 de plus. Mais en fait, on a pris quand même pas mal de formats qui sont chers, en fait. Mais il n'y avait pas le choix, entre guillemets, au niveau du format. Et ben là, c'est pareil. C'est une autrice que je vois énormément passer, mais il n'y a pas de poche. Originaire d'Italie, Ali Hazelwood a vécu au Japon et en Allemagne avant de s'installer aux États-Unis pour poursuivre un doctorat en neurosciences. Elle est ensuite devenue professeure et la perspective de se voir confier l'enseignement à de jeunes esprits la terrifie. Quand Ali n'est pas au travail, elle aime faire de la course à pied ou du crochet et regarder des films de science-fiction avec son mari et leurs 2 chats qui règnent en maître sur leur foyer. Il y a des choses qui me plaisent, doctorat en neurosciences et faire du crochet. Voilà. Bon, bah trop bien, je suis trop contente. Et ben voilà, c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser puisque je vais faire mon réel. Enfin non, en fait, je vais ranger. Je vais ranger la table, je vais ranger un petit peu ce qui traîne et après, je vais faire mon réel et puis après, on ne tardera pas à manger, je pense. Voilà. Alors, je voulais essayer de voir ce que ça faisait d'enregistrer avec mon casque. Et en fait, la musique continue quand même. Voilà. C'était juste un test. Alors, il est 20h19. J'ai un bonbon miel dans la bouche, comme d'habitude. En fait, c'est que ça m'aide à déstresser. Enfin, à déstresser. C'est qu'en fait, quand je suis stressée, je suis complètement tendue là. Et du coup, comme j'ai toujours un bonbon miel, bah, en fait, ça détend, quoi. Voilà. Bon, c'est bon aussi. Et puis, ça soulage la gorge. Mais bon, voilà. Bon, après ça reste un bonbon miel, ça doit être complètement nul pour les dents et pour le poids. J'ai terminé ce livre. Enfin, parce que j'ai vraiment pas beaucoup lu ce week-end, mais là je me suis remise dedans. Quand j'ai commencé en début d'après-midi, je me suis dit mince, ça risque d'être compliqué de me plonger dans le livre puisque... Attendez, je vais éteindre là. Ça va être compliqué de me plonger dans un livre puisque j'ai la tête ailleurs, puisque j'ai... Je travaille sur mon 2e projet, le plus gros projet de l'année 2025. Et donc, j'ai toujours un fichier ouvert, etc. Et donc, la raison voudrait que ce serait mieux que je travaille sur ça. Sauf que c'est pas en un après-midi que j'aurais pu tout faire. Hein.
Ça demande des jours et justement j'ai réparti sur pas mal de jours, enfin bref. Bref. Mais bon, au final, j'ai un peu bossé cet après-midi, ce qui n'était pas prévu, mais j'ai vraiment réussi à me replonger dans mon livre sans souci. Et je l'ai terminé et j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant, avant de vraiment rentrer davantage dans le livre suivant. Et puis j'imagine que je reprendrai un petit peu ce soir pour vous parler, ou alors je vous parlerai de demain matin. Voilà. Alors, donc le nouveau prophète d'Asa Larsson. Donc Asa Larsson, c'est une journaliste. Pas du tout. Oh la vache. Comment dire n'importe quoi. Vous imaginez si je ne m'étais pas rendu compte de mon erreur. Je vous dis ça, en fait, n'importe quoi. Bon, alors, je recommence. Vous faites comme si vous n'aviez rien entendu. Asa Larsson, c'est une avocate. C'était une avocate ou c'est une avocate? Elle a été avocate. Elle a été avocate. Donc, je vous l'ai dit, c'était un peu bizarre parce que le personnage principal, c'était en fait l'avocate Rebecca Martinson. Alors qu'on voyait beaucoup l'enquêtrice très enceinte. Là, voilà, je vous en avais parlé. Donc, bien évidemment, je ne vais pas du tout vous spoiler. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer à la fin, etc., etc. Le seul truc, la seule information que vous pouvez avoir, c'est que cette série, il y a plusieurs tomes. Et c'est une série autour de l'avocate. Ce qui est très délicat, puisqu'on va avoir un suspense autour de l'avocate, on va se dire est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, et ça, je trouve que c'est toujours compliqué. Je pense notamment au livre d'Alexis Laipsker, où quand j'ai terminé Les Poupées, ou Hurlement... Mince, attends, ils sont... Ah, bah ils sont à côté. Les Poupées, voilà, Les Poupées, Hurlement d'entre les morts. Quand j'ai terminé Les Poupées, quand j'ai terminé Hurlement, j'ai dit « Ah, bah vivement la suite !» Ah oui, parce qu'en fait, on est sur une série, quoi. Oui, d'accord, mais quelqu'un qui ne l'a pas lu. Surtout que moi, en plus, je reçois le livre avant, je le chronique le jour de la sortie. En chroniquant le jour de la sortie, je dis « Ah, c'est trop bien, vivement la suite !» Mais en fait, non, faut faire super gaffe, faut pas dire ça, parce que c'est super spoilant. Qu'est-ce qui vous prouve que les personnages vont s'en sortir vivants? Ah, en fait, moi, quand je dis « Ouais, vivement la suite », quoi. En fait, ça spoil, quoi. Surtout Alexis Laipsker qui fait vraiment en sorte de mettre ses personnages en danger, on ne sait pas trop et tout, on peut s'attendre à tout. Bah, si on se dit, si on dit ouais, vivement de retrouver tel ou tel personnage ou tel autre, en fait, c'est sous-entend qu'ils s'en sortent vivants et voilà. Donc bon bah là, on a un énorme suspense autour de Rebecca, tout, vraiment, elle aurait pu ne pas s'en sortir, mais j'y ai pas cru. Bah oui, il y a combien de tomes? 5, je sais plus combien. Bon, il y a plusieurs tomes dans cette série, quoi. Plus que 5, je crois. Bref, je sais plus, mais voilà. Donc, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture ou la traduction pour 2 raisons. J'ai écrit mon avis lecture une fois que je l'ai terminé, donc ce que je vous dis, ça va être très très proche de mon avis lecture sur Instagram. Donc j'ai aimé pour 2 raisons. J'ai aimé parce que il y a des comparaisons avec des situations actuelles, entre des situations actuelles et un truc un peu poétique. Il faut que j'illustre mon propos. Alors attendez, je vais vous trouver une preuve. Ah oui, alors non, ça c'est une preuve de l'autre truc. Elle a toujours eu le don de plonger les gens dans la confusion, songe Rebecca. C'est comme si elle les entraînait dans la forêt et qu'elle les laissait là, sans boussole. Je crois qu'il y en a un autre là. Les 2 femmes venaient de se retrouver pendant un court moment sur une plaque de glace de début de printemps, dans un endroit qui n'existait plus. La plaque s'était fendue et elles avaient dérivé, chacune de leur côté, irrémédiablement. Voilà, tout ça pour illustrer exactement ce qu'elles vivent en fait. Donc, poétique. Ça, c'était le point 1. Le point 2, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la description, une sorte de finesse psychologique qui est hyper intéressante avec le personnage de Rebecca. Rebecca, elle a un petit côté froid, elle a un petit côté, elle va pas mettre de forme, quoi. Mais en même temps, elle est carrée et tout, enfin, voilà, elle est pas en train d'essayer d'embobiner je ne sais qui, elle y va, elle dit ce qu'elle pense, et elle est pas non plus, j'ai déjà vu des personnes plus crues que ça, mais elle a un côté, voilà, assez direct, mais aussi assez juste, en fait.
Et il y a des moments où c'était assez troublant parce qu'il y a des choses où je me dis mais c'est fou, enfin, j'avais l'impression d'avoir quelques points communs avec elle. Je dis pas surtout, hein, enfin, je dis pas que je suis totalement comme ça, mais des choses où je me dis, ben, en fait, je m'étais jamais posé la question. Là, par exemple, petit passage que j'ai bien aimé. Je ne vais jamais réussir à dormir, soupira-t-elle, en levant les yeux au plafond. L'instant d'après, elle dormait profondément. Bon, ça, c'est pas une caractéristique psychologique incroyable, mais j'ai aimé ce passage parce que je le trouve tellement vrai et que moi, ça peut m'arriver. Bon, vous savez que j'ai eu des soucis de sommeil il y a 1 an et demi, liés à une personne de mon entourage, personne avec qui je dors en l'occurrence. Et donc ça m'arrive, quoi. Voilà. Ah oui. Quelqu'un qui ennuie Rebecca et qui lui dit « Ah, alors, c'est comme ça qu'on devient quand on vit à Stockholm et qu'on travaille dans un grand cabinet d'avocats ?» Parce qu'elle lui dit si vous suivez pas la procédure, pas de souci, je contacterai des journalistes. » Donc l'autre « Ah, alors, c'est comme ça qu'on devient quand on vit à Stockholm et qu'on travaille dans un grand cabinet d'avocats ?» Réponse de Rebecca, j'ai adoré. Alors ça, je me note pour le ressortir. Non, on devient comme ça quand on a affaire à des gens comme vous. Voilà, ça je le retiens. Ah oui, en fait, je vais peut-être pas vous lire tous les passages que j'ai notés, mais j'étais dans une rage, se souvint Rebecca, et cette colère que je ressentais n'était même pas la mienne. C'est Sana qui aurait dû être en colère, mais elle en était incapable. Voilà. Donc vraiment très très bien, j'ai bien hâte de lire le tome suivant, c'était une très chouette découverte, vraiment un très très bon polar nordique, et ça fait du bien de relire des polars nordiques. Alors enfin, quand je dis ça fait du bien, c'est pas dans le sens, j'ai pas eu une impression de « oh ça m'avait tellement manqué, ça fait du bien », non c'est pas ça. C'est plutôt « ah qu'est-ce que j'aime les polars nordiques », voilà. Mais je n'aime pas que les polars nordiques. Je veux dire, j'ai lu 50 000 romans de Noël, j'étais très bien dans mes romans de Noël. Il y avait de la romance dedans, j'étais très bien dans la romance que je découvre, voilà. Mais je suis quelqu'un de bizarre parce que j'aime les polars nordiques qui sont réputés pour certains lents. Moi, je les trouve précis. Je les trouve précis, je les trouve fins, je les trouve... Enfin, ça va... Il y a certains trucs qui vont vraiment avec mon esprit. Donc, je peux comprendre que ça ne convienne pas à certains. Parce que je pense que j'ai pas un esprit... Je suis faite bizarrement. Je pense que j'ai un esprit qui est très différent par rapport aux personnes. Voilà, que la plupart des gens. Donc je peux comprendre totalement. Enfin, surtout quand je vous dis que j'aime les polars nordiques. Parce que je trouve que c'est précis. Je veux dire... c'est un peu bizarre, quoi. la précision, voilà, j'aime les polars nordiques parce que je trouve que c'est rigoureux et précis, qui sont plutôt des caractéristiques de certains domaines qui sont pas forcément que la littérature. Disons que quand on aime la littérature, on va dire qu'on aime qu'on va aimer la poésie, qu'on va aimer ci, qu'on va aimer ça, les polars nordiques, il y a un moment donné, on tranche dans le vif et on va... Mais il y a une... Enfin, oui et non, enfin non, mais c'est vraiment cette précision, comme ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit plein de fois, là, cette précision de vraiment... c'est... Enfin, bref, je vais arrêter de tourner autour du pot, c'est le résumé que j'en ai fait, c'est tout à fait ça, ça convient à mon esprit, voilà. Donc, vraiment, je pense que je me plairais largement plus dans ces pays qu'en France, en fin de compte. Ah mais on serait vachement loin de l'Italie, ça serait dommage pour les vacances. Mais à côté de ça, ça m'empêche pas d'aimer la romance et d'aimer d'autres types de polars, bien évidemment. Mais je trouve ça super drôle. Parce que je suis là avec mon truc, avec mes polars nordiques qui sont froids en fait. Enfin, c'est ça, certains peuvent leur reprocher d'être froid, certains peuvent dire ouais mais on ressent pas de l'émotion, on s'en fout, on est sur une enquête, on veut savoir, on veut de la déduction quoi, on veut de la rigueur, de la déduction, du raisonnement, qu'est-ce que tu veux mettre de l'émotion dans un raisonnement quoi, non, de la psychologie du coup, et du coup de la réflexion, enfin je pense à tout ce qui est profiling aussi, il y a un aspect comme ça. De l'analyse comportementale, ce qui fait encore plus précis. Mais voilà, il y a quand même... il y a tout ça. Qu'est-ce que vous voulez mettre de l'émotion quand on cherche un tueur? Sauf si l'auteur, il veut vous... voilà.
Ou alors c'est quoi mettre de l'émotion? C'est essayer d'avoir pitié du coupable et de se dire ah non, non, bah je l'aimais bien, bah on va dire que c'est pas lui. Non, pas d'émotion. De la déduction. Bref. Ah, je rigole en vous disant ça. Mais non, mais bon, enfin, plus sérieusement, je trouve ça, j'aime beaucoup le fait là, si j'alterne, si en ce moment, je le ferai pas, mais si j'arrivais à alterner genre une romance de Noël, une vraie romance, avec des polars nordiques, c'est hyper drôle parce qu'on est sur des genres qui pourraient paraître assez opposés et pourtant, bah moi j'apprécie vraiment les deux. Et donc comme quoi, faut pas mettre les gens dans les cases. Enfin, voilà, je trouve que ça peut être assez contre-intuitif quelque part et c'est drôle. Voilà, voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai donc terminé ce livre et je commence à nouveau. Je commence Hildur de Saturama. Donc ça se passe, c'est un polar nordique qui se passe en Islande, mais en fait j'avais pas tilté que c'était une autrice finlandaise. Et ça je l'ai appris par la personne qui s'occupe des relations presse à l'ambassade de Finlande. En même temps je vois pas pourquoi j'ai pas tilté parce que c'est vraiment un nom finlandais. Enfin ça se voit quoi. Enfin, et alors, bon, premier chapitre, ça se passe en 1550. Moi vous savez, je note le nom des personnages. Donc déjà, on arrive, c'est écrit passé, et passé, puis je tourne la page 1550, tu vois. Je m'attendais à un passé genre en 2000, quoi. Non. Je commence le chapitre, donc été 1550, à Mosvelshidi, ok. Sleipnir, ok, bon, bah écoutez, premier nom de personnage, je note. Dès que je rencontre un nom de personnage, j'écris. Et puis après, je continue à lire la phrase, et j'éclate de rire. Sleipnir pressa le pas, la crinière brune, épaisse et sauvage du cheval flottait au vent, la salive s'écoulait de sa bouche, et ses yeux noirs brillaient, pleins d'exaltation pour cette course. Donc le premier nom de personnage que j'ai noté, c'est un nom de personnage, c'est le nom d'un cheval. Génial. Après, il y a des humains. Ensuite, on a un deuxième chapitre, qui est toujours dans le passé, mais en 1994. Ah, Ísafjörður. Et là, c'est écrit Björk passa sa main sur le ventre chaud et doux de Loa. Ok? Björk, c'est une petite fille. Loa, c'est un chat. Donc j'ai noté Loa, chat. Et c'est le chat de John. Voilà. Et donc après, on passe dans le présent. Et là, on a le chapitre 3. Enfin non, c'est pas le chapitre 1. Enfin, en réalité, c'est le 3, mais il est renuméroté. On est en octobre 2019 et voilà, et j'en suis là. Donc je peux rien vous dire. J'ai juste vu qu'il y avait le nom de Hildur Runarsdottir, qui est une détective. Et après, je me suis dit, oh bah tiens, si j'enregistre un bout de vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé des nouveaux prophètes d'Assa Larsson. Voilà. Bon, eh bien, je vous retrouve plus tard, parce que je vais donc attaquer un petit peu plus sérieusement Hildur. Alors, je vous retrouve, il est 23h41. C'est bien parce qu'en fait, je vous dis l'heure, mais j'ai pas changé de place ou de tenue. Toujours moi. Alors, je viens de vous parler un petit peu d'Hildur. Du coup, j'ai pas lu des masses en fait, parce que je me suis déconcentrée sur 2-3 petites choses. En fait, je voulais avancer sur mon projet là. Enfin, l'un de mes projets là. J'ai un peu bugué ce soir. Je voulais. Enfin, en fait, j'ai un souci parce que vous savez, j'ai eu un souci avec ma souris là. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Donc, j'ai désactivé le pad. Sauf que du coup, bah, c'est pas très pratique. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8. Non, je vais pas compter comme ça. 57. 54, 27. J'ai 27 trucs à faire. Voilà. On va appeler ça des trucs. J'ai 27 trucs à faire. Et sur ces 27 trucs à faire,
j'en ai fait 2, 4, 6, mince, 2, 4, 7. J'en ai fait 7. Je suis sur le 8e. Et en fait, j'ai un peu bugué. Enfin, j'ai un peu bugué. Oh, j'ai pas réussi à le terminer, en fait. Je pensais pas le faire aujourd'hui. Mais demain, en fait, ce sera pas possible. À moins que je me lève à 3 h du matin pour... Peut-être une idée, ça. En même temps, on m'a dit récemment, quand on sort d'un burn-out... Oui, du coup, on m'a dit que pour sortir... Enfin, pour aider quand on sort d'un burn-out, faut dormir. Voilà. Donc, j'ai vraiment passé différentes étapes parce que au début, je parlais d'un épuisement. Puis après, j'ai parlé d'un mini burn-out parce que, voilà, fallait quand même pas trop... parce que ça, c'est pareil, faut pas trop que je me plaigne, faut pas trop que faut minimiser ce style de choses, etc., etc. Enfin bref, j'ai compris plein de choses pendant cette période. Et donc maintenant, j'assume totalement, c'était un burn-out. Voilà, alors certes, je vais pas mettre 5 ans pour m'en remettre, voilà, mais c'était ça. Voilà, donc c'est un nom, ça s'appelle comme ça, et ça sert à rien de le minimiser en disant oh, c'est un mini machin, parce qu'en fait, tout ça, faut arrêter, quoi. Voilà, donc pour ça, il faut dormir notamment, et donc, je vais pas me lever à 3 h pour pouvoir faire, voilà. Enfin, je mets pas de réveil. Enfin, sauf, bien sûr, quand je travaillais sur place, mais je mets pas de réveil parce que je sais que naturellement, je me réveille vraiment à une heure tout à fait raisonnable. Donc ça, je pense que c'est bien en fait. Mais bon, enfin, je sais pas. Bref, bon. Donc j'ai pas fini le truc que je voulais, blablabla. Et donc du coup, j'ai pas lu de façon hyper fluide. J'ai pas lu... En fait, aujourd'hui, j'ai pas lu autant que ce que je lis habituellement un dimanche. Mais voilà, en fait, j'ai travaillé. Voilà, parce que je trouve que quand on sort d'un burn-out, c'est trop bien d'avoir après des projets avec des délais hyper courts et tout ça, et plusieurs en même temps. Et enfin, des délais soit hyper courts, soit délais mystères. Et voilà. Donc voilà, bref. Donc, je suis dans Hildur. J'ai lu 150 pages. Vrai ou faux? 154 pages. J'ai lu 154 pages. J'ai noté plein de trucs. Alors, je sais pas si vous allez voir tous les signets là. C'est pas mal, hein? Donc, j'ai noté plein de choses. Donc, il y a plusieurs choses qui me plaisent dans ce livre. Même si je reconnais pas tout à fait les polars nordiques sur un ou deux points. Je trouve Hildur beaucoup trop sympathique pour un polar nordique. Bon, donc en fait, Hildur, elle vit donc à Ísafjörður, en Islande. Elle est inspectrice et elle est dans l'unité des enfants disparus. C'est ça? Oui. Elle a travaillé avec un stagiaire qui s'appelle Jacob. Mais c'est un stagiaire, c'est pas un stagiaire junior. Jacob, en fait, c'est un Finlandais qui est divorcé, qui a des gros soucis avec sa femme, qui ne peut plus voir son fils. Enfin, voilà. Donc plein de choses par rapport à ça. Donc il y a deux choses que je veux vous dire, c'est que, enfin, je vous ai déjà dit que l'autrice, elle était finlandaise. Et le livre, ça c'est écrit, traduit du finnois. Attendez, je vais vous trouver la preuve. C'est écrit là en fait. C'est traduit du finnois. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça me fait penser en fait au roman de Johanna Gustafsson. Johanna Gustafsson, vous savez, c'est une autrice que j'adore. Elle est française et elle habite en Suède. Elle écrit des polars qui font polar nordique. Et quand elle écrit, et notamment L'île de Yule, qui était mon livre préféré de l'année 2023, quand elle écrit son livre, en fait, enfin quand on le lit, on voit qu'elle s'adresse vraiment à... C'est une Française qui s'adresse aux Français. Et elle dit, voilà, en Suède c'est comme ça, en Suède c'est comme ci, ils font pas comme les Français, ils prennent tel pain, enfin, bon, c'est dans ce style-là. Bon, c'est pas aussi grossier que ça, mais c'est dans ce style-là.
Et là, l'autrice a fait pareil avec son personnage, enfin même globalement, enfin oui, mais c'est grâce à son personnage, elle lui fait dire que en Finlande, ça se passe comme ça, donc c'est très différent de l'Islande, et donc ça peut surprendre un Finlandais, qu'en Islande ça se passe comme ça, enfin voilà, ne serait-ce que par exemple des expressions, il y a une expression, enfin il y a l'équivalent de toucher du bois, et donc en Finlande on dit toucher du bois, enfin, et en tout cas c'est comme ça que ça a été traduit, et donc en fait le Finlandais est surpris que ce soit pas la même expression en Islande en fait, enfin, puis il ironise un peu par rapport à ça. Donc ça c'est pas mal, parce que c'est assez, enfin, même si on pourrait se sentir exclu, parce que c'est comme si c'était un livre pour les Finlandais, enfin qui s'adresse aux Finlandais en disant, bah vous voyez en Islande, c'est pas comme chez nous, c'est comme ça. Mais en fait, nous Français, c'est sûr qu'on n'est pas dans la discussion, puisqu'on n'est ni Islandais ni Finlandais, mais en fait, on apprend des choses et on se dit ah d'accord, en Islande c'est comme ça, ah puis en Finlande c'est comme ça, ah bah voilà, et du coup on apprend les habitudes des deux en fait quelque part. Donc ça c'est très chouette. Il y a un autre truc qui est très chouette ou pas chouette, enfin, en fait ce fameux stagiaire là, Jacob, ce fameux Finlandais, il a une caractéristique très particulière, c'est que il tricote. Oui, il tricote. Donc, c'est vachement bien parce que qu'il y a pas mal de passages où en fait, le personnage explique les bienfaits du tricot, pourquoi il s'est mis à ça, tout ce qu'il apprécie, ce qu'il tricote, ce qu'il aime tricoter. Il y a même des mentions de laine. Alors en plus, je vous ai parlé de cette laine-là dans mon vlogmas précédent, parce que je portais un pull en Letlopi. Letlopi, c'est de la laine islandaise, et donc c'est indiqué dedans, il va tricoter un pull en Letlopi, et je vous avais dit qu'il existait différentes grosseurs de laine, et qu'il y avait la Letlopi, mais qu'il y avait aussi plus grosse, qui permettait pour les personnes qui habitaient dans les pays nordiques de ne pas porter de manteau en fait. Et il en parle de cette qualité, c'est la Alasalopi, je crois, et tout ça c'est de la marque Istek. Alafoslopi, voilà, Alafoslopi, ça c'est de la laine plus épaisse, voilà, vraiment épaisse quoi. Mais bon là il dit ah bah je connais, c'est le modèle Fligour, machin truc, et en fait au tout début il dit bah voilà, moi donc là il dit que il portait un pull qu'il a tricoté lui-même. N'importe qui s'y connaissant un peu en tricot pouvait reconnaître le modèle. C'était un Ridari, l'un des pulls islandais les plus connus probablement. Moi, c'est un pull que j'ai tricoté l'année où on a eu l'incendie, parce que j'avais tricoté à cette période-là pour Noël et bien des pulls pour toute la famille, sauf mon mari, parce qu'il n'est pas du tout frileux. Et il voulait pas de pull, mais du coup j'avais tricoté des pulls pour toute la famille assortis. Voilà, c'est quelque chose que je fais chaque année, mais enfin avec les volontaires. Mais là cette année je me tricote pas de pull de Noël puisque je peux pas tricoter. Donc en fait c'est vraiment, c'est très précis. Donc on sent que l'autrice s'y connaît vraiment hein, en tricot. Et puis il y a plein de choses, parce que du coup on va parler de pull islandais, et c'est un Finlandais qui va en Islande, donc il y a pas mal de choses par rapport à ça qui sont très chouettes. J'ai remarqué une erreur, je pense, dans la traduction, parce que c'est pas possible que l'autrice ait fait cette erreur vu comment elle s'y connaissait. En plus c'était autour des aiguilles circulaires, STMX c'était des rangs et pas des tours, donc moi si vous voulez, sans vous parler de mon quotidien, sans vous parler de mes projets, c'est ce point-là en particulier, je veux dire c'est quand même assez drôle vu l'un de mes projets en fait. Voilà, donc c'était bien, mais en même temps ça m'a donné très envie de tricoter, donc j'ai tenté quand même de tricoter quelques rangs. J'ai tricoté un petit peu plus que ce que je pensais, mais ça tire, hein, ça tire quand même. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la main, donc ça a un peu tiré, mais j'étais trop frustrée. Et puis je me suis souvenue de ce qu'une ostéopathe m'avait dit quand j'étais enceinte de ma dernière. En fait, je vous l'ai déjà dit, j'ai été alitée pour toutes mes grossesses, en fait, pour mes 3 enfants, parce que j'avais des contractions. Et en fait, quand je dis alitée, j'avais, alors pour ma fille aînée, j'étais vraiment alitée, parce que j'ai fait une menace d'accouchement prématuré à 5 mois et demi, poids estimé du bébé 980 grammes, donc je peux vous dire que là, voilà, j'étais vraiment allongée. Je m'autorisais à être assise 1 heure par jour, en fait. Mais c'était 1 heure très désagréable, enfin je la faisais même pas d'affilée, parce que enfin, j'avais vraiment des contractions,
Et puis ça me rassurait pas particulièrement, quoi. Donc j'avais mon petit planning, je savais qu'à telle heure, il y avait sur TMC, Hercule Poirot, j'avais je m'étais fait un challenge lecture, j'avais des petits tricots à faire, donc je tricotais vraiment allongé ou un tout petit peu la tête surélevée. Et pour mon fils et pour ma dernière, j'avais un fauteuil Ikea, donc j'étais pas alitée, j'étais pas totalement allongée. Je m'allongeais régulièrement dans la journée, bien sûr, mais j'étais assise, mais le dos un peu basculé, quoi. Enfin, genre un transat, en fait. Ce qui me permettait quand même de pas forcer au niveau du ventre, et donc je tricotais aussi. Et ce qui peut paraître bizarre, parce qu'en fait, quand on tricote, c'est ce qui est dit dans le livre, il y a des bienfaits, bien évidemment, puis il y a la satisfaction de créer quelque chose par soi-même, etc., etc. Moi, en l'occurrence, ça m'occupe les mains aussi quand je lis. Puis c'est-à-dire que je lis un livre, je m'amuse à lire un livre, c'est génial, je fais plein de découvertes, je voyage dans ma tête, et puis une fois que j'ai voyagé, que j'ai eu tous les bienfaits de la lecture, oh, j'ai fini un tricot. C'est génial, enfin, déjà c'est une optimisation du temps incroyable, et en plus c'est une satisfaction plus, quoi, enfin, voilà, les travaux manuels apportent tout à fait ça, et ça, encore une fois, c'est très bien décrit dans le livre. Mais le truc, c'est que quand j'étais du coup alitée, le tricot peut quand même crisper quelque part. C'est pour ça que quand j'ai mal au niveau d'épaule, il faut faire gaffe, parce que même je tricote pas comme ça. Enfin, j'ai tendance à être un peu trop comme ça, hein. Donc j'essaie quand même de penser à descendre un petit peu mes épaules. Mais on peut être un peu crispé. Là, j'ai des points particuliers. Je peux être aussi crispée quand je tricote, si je tricote devant un match de foot, si je tricote alors qu'il y a beaucoup de suspense dans un livre. Je peux être un peu crispée et tout, et ça peut provoquer des douleurs. Et donc, ça peut aussi provoquer, enfin, du coup, à cause de cette crispation, ça pourrait aussi provoquer des contractions. Donc, dans l'absolu, ce que l'ostéopathe m'avait dit, c'est que, en fait, sur le papier, le tricot n'est pas conseillé quand on a beaucoup de contractions. Sauf que ça fait beaucoup de bien psychologique. Et que donc, du coup, ce bien psychologique peut comme annuler l'effet de la contraction. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais ça peut, le bienfait est beaucoup plus fort que le mal que ça peut faire. Et donc, en l'occurrence, pour moi, c'était totalement ça, en fait. Donc j'ai beaucoup tricoté sans que ça me provoque plus de contraction que ce que j'aurais, ça provoque plus de contraction que ce que j'avais les moments où je tricotais pas. Voilà. Donc là, ça m'a fait un petit peu penser à ça ce soir, parce que au début, j'avais un petit peu mal, et puis j'avais mal parce que je culpabilisais. Je me dis, c'est pas bien, il faudrait pas que je tricote, je me fais du mal. C'est pas le moment parce que je suis stressée avec tout ce que j'ai à faire, avec toutes ces deadlines qui sont humainement difficiles à tenir. Et donc, je culpabilisais. De toute façon, ça c'est ma spécialité. J'ai pas besoin qu'on me fasse des reproches. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer des commentaires négatifs. Hein, vous inquiétez pas, je me les fais moi-même. Donc j'ai vraiment tendance à me dire, non, quand même, j'exagère, faudrait pas que je tricote. Puis écoutez, j'ai été prise dans le livre, puis dans mon tricot, et puis ça je l'ai oublié, donc je me suis détendue quelque part, et puis j'ai pu tricoter un petit peu plus que prévu. Donc ça veut pas dire que c'est gagné, ça veut pas dire que c'est le grand retour du tricot, ça veut dire que j'ai tricoté plus de rangs que prévu, et ça m'a fait du bien, voilà. Mais j'étais trop frustrée par rapport au livre. Donc là, ce que je tricote, c'est un gilet qui est dans mon livre, je tricote en rond et partout, donc que j'avais déjà tricoté, que je retricote dans une autre laine. C'est un gilet, un modèle qui est très sympa à porter. Puis en plus, c'est vraiment une laine totalement différente, donc ça ne fera pas du tout doublon. Et c'est à côté de moi. Je ne sais pas comment faire pour tenir. Hop. Voilà, je vais tenter de vous montrer ça. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos à l'envers. Voilà, bon, c'est dur à montrer parce qu'en fait j'ai plein de mailles, j'ai des mailles en attente, et puis je me dépatouille avec mes mailles en attente. Et puis en plus c'est dommage parce que vous voyez vraiment pas la couleur de la laine qui est juste magnifique. Bon, en gros voilà, donc j'ai tricoté, je fais n'importe quoi, j'ai tricoté des demi-devants, mais ça j'ai tricoté les demi-devants avant de pas être bien. Puis là, je tricote le dos, donc doucement, vraiment doucement. Puis il y a plein de motifs, hein, donc ça aide pas du tout. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est... J'ai pas envie de passer à autre chose au niveau du tricot. Enfin, c'est ce tricot-là que je veux faire. Après, peut-être que les motifs, c'est vrai que ça aide pas du tout. Ça se trouve, si je tricotais un modèle sans motif, ça passerait mieux. Bref, à voir. Enfin, en tout cas, là, j'ai juste envie d'acheter de la laine Lopi et de me tricoter un pull en laine Lopi à cause du livre. Voilà.
Voilà, donc bah, je sais pas trop quoi vous dire. D'un côté, ce livre m'a donné envie de ressortir mon tricot et ça s'est pas si mal passé que ça. D'un autre côté, j'ai vraiment envie de tricoter du jacquard, hein, comme ce que je fais chaque année à cette période-là. Je me tricote un jacquard, en l'occurrence, je me tricote un jacquard que je porte le jour de Noël. Et là, bah non, quoi. Mais j'ai vraiment envie de tricoter de la laine Lopi. Donc ce pull là, mon gros pull en laine Lopi là que j'ai porté vendredi, tellement chaud, fait tellement de bien. Voilà, donc le livre est bien sinon, hein, j'aime bien la relation entre Hildur et Jacob. Voilà, il y a des choses qui se passent, on en sait un petit peu plus sur le passé d'Hildur. On comprend pourquoi il y avait un petit retour en arrière en 1994, le retour en arrière en 1550. Je n'ai toujours pas fait le lien, mais bon, c'est pas l'objectif. Et puis donc, en fait, en 1994, il s'est passé un truc, 2 petites filles ont disparu, et donc elles n'ont jamais réapparu. Hein, donc ça plane aussi. Mais là, à la page 150, enfin, il y a un moment donné, en fait, à la page 120, je me suis dit, en fait, on cherche quoi? C'est quoi l'histoire? Parce que, ouais, c'est bien qu'ils se rencontrent. Ouais, ok, ils ont des fois des enquêtes. Donc là, en l'occurrence, enquête sur un enlèvement d'enfants dans le cadre d'un divorce. Donc il y a pas mal de choses aussi indiquées en disant, alors en Islande, il y a ci, il y a ça, il y a beaucoup de problèmes d'alcool, quel que soit le milieu social. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont indiquées, toujours par rapport au fait que on a un Finlandais qui parle et donc qui dit, bah voilà, ça se passe comme ça. En Islande, donc on apprend nous aussi au passage. Et donc au bout d'un moment, je dis mais en fait on cherche quoi? Parce que ok, il y avait une histoire d'enfant enlevé et tout, mais bon, ça s'est réglé en 3 secondes. Ok, il y a si, ok, c'est vrai qu'il y a le fil rouge des petites filles disparues. Bon, si c'est que ça, c'est un peu léger. Et puis non, là, il se passait quelque chose. Voilà. C'était pas lent, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste que vraiment, on est pris dans l'histoire, mais à un moment donné, enfin, c'est bien de se poser 2 secondes et de se dire, on part sur quoi, en fait? Est-ce qu'on part sur une histoire? Est-ce qu'on nous raconte une histoire comme ça? Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Est-ce qu'il faut chercher quelque chose? Et puis, bah oui. Oui, tout à fait. Donc voilà. Là oui, ce qui s'est passé, je m'y attendais pas. Est-ce qu'il y avait un... Enfin, non, mais je vais pas vous le dire. Ça spoilerait tout. Non, page 150, je suis trop loin pour vous dire ce qui se passe. Bon, bref. En tout cas, ce livre est bien. Et j'apprécie vraiment le fait que l'autrice soit à ce point-là tricoteuse. Voilà, du coup je m'arrête là pour ce soir, et puis bah, je refilmerai de toute façon un bout demain et un bout après-demain. J'ai créé un canal sur Instagram, un 2e canal, spécial chaîne YouTube en fait, parce que ça me permet d'échanger avec vous. Alors c'est particulier, hein, vraiment j'échange avec les gens qui me suivent sur Instagram et sur YouTube et qui ont accès au canaux, parce que tout le monde n'y a pas encore accès. Et qui veulent participer au canal. Donc on n'est pas 150 000, mais là, je me posais quelques questions, j'ai posé du coup mes questions, j'ai déjà eu une dizaine de réponses, donc c'est hyper précieux pour moi en fait. Je pense que ce canal va m'être très très utile. Donc voilà, puis pour prévenir un petit peu de comment ça se passe par rapport à ma chaîne YouTube, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que là, il est minuit 3. Puis je vous rappelle que je me lève dans 3 heures. Non, c'est pas vrai. Non mais bon, je vais aller me coucher. Voilà. Bon, bien écoutez, à demain. Hello, je vous retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'ai fait une pile et la pile déborde. D'ailleurs, il y a autre chose là. Oh non, mais il y a d'autres choses. Alors, je commence par ça. Ça, c'est le calendrier de l'Avent de Mathilde Garcia. Alors, donc ce matin quelqu'un m'a tagué en me disant oh j'ai la carte de Magdalena, donc est-ce qu'elles sont... Oui c'est ça. je voulais savoir si elles étaient toutes dans l'ordre, etc. Parce que j'avais pas la même carte au tout début je crois, mais oui c'est bien ça. Donc ça c'est ma pile à lire, parce que j'avais été contactée par Mathilde, c'est comme ça que j'ai découvert ces illustrations, et donc les livres que je conseille. Donc pas trop de surprises, je parle d'Agatha Christie et de polar nordique. Voilà. Et donc une petite présentation.
Je peux vous lire ma présentation, vous n'allez pas être très surpris. Je m'appelle Magdalena, j'ai 39 ans et 3 enfants. Je suis passionnée de lecture. J'aime lire des livres papier, de préférence des thrillers, des romans policiers ou quelques romans à la mode. Lire me détend et peut être accompagné de mes autres passions, le tricot et le thé. J'adore Agatha Christie depuis mes 12 ans et j'aime frissonner avec les polars nordiques. Je partage sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, sur la lecture et le tricot sous le pseudo Triple L de Mag. Voilà. Alors, donc, English Tea Shop, on est parti. Ah bon, on est le 16, il est juste là. Oh. On est sur le Ghostly Green. Voilà, donc je vous refais pas... hop, je vous refais pas... je vous dis pas ce à quoi ça correspondait parce que vous êtes déjà au courant. Parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vlogmas, parce que je vous l'ai déjà dit, ce sont les mêmes qui reviennent. Petit chocolat Milka. Je vais vite poser là, parce que comme vous le savez, ça fond. Kinder Bueno, Kinder Bueno. C'est bien ça, une pile de calendrier de l'Avent. Je trouve ça assez pratique en fait. Un petit Kinder Bueno. Et en plus, c'est pas le chocolat blanc. Je vous avoue que je suis moins fan du chocolat blanc. Donc en fait, il me faudrait un calendrier de l'Avent encore moins surprenant. Il me faudrait que des mini Kinder Bueno avec uniquement chocolat au lait. Et donc le principe ne serait pas la surprise, mais le principe serait plutôt de comment dire, d'être sûr que... Oh, ça sent bon. D'être sûr que je n'en mange pas plus. Voilà. Ça sent bon. Ah ouais. Alors, d'où rêve? Ça doit être une infusion du coup, je pense. Je m'attendais à ce que ça commence par thé vert, thé noir, mais non, ça commence par pomme. Orangé, orange écorce, camomille, arôme pomme, souci. Voilà. 5 minutes. Et c'est pour la soirée. Oui, bah voilà, c'est une infusion. Ah, trop cool. Calendrier de l'Avent, palais d'été, numéro 16. Qu'est-ce qu'on avance? On avance, on avance. Noël approche. En fait, au lieu de garder les petites fenêtres comme ça, ce serait plus pratique de les détacher pour que du coup je gagne du temps. Vous voyez, parce que sinon je cherche et puis là je cherche alors que le 11, 12, le 4, le 10, bah, tout ça c'est déjà ouvert. Donc c'est pas très optimisé. Oui, je sais, l'ouverture du calendrier de l'Avent, on ne cherche pas à optimiser, mais c'est vrai que je pourrais arracher les petites fenêtres. Je crois que je l'ai déjà fait d'ailleurs. Bon, me connaissant, oui, je l'ai déjà fait, certainement dans des calendriers de l'Avent chocolat. Ça va tout à fait avec mon esprit de gain de temps. Mais oui, je sais que c'est choquant de vouloir gagner du temps sur l'ouverture des calendriers. Enfin, c'est pas une histoire de gain de temps, enfin, je sais pas comment dire. Bref. Donc, voici le thé Grand Yunnan Impérial, délicieux thé noir, doux et miellé. Voilà, voilà. C'est tout pour ça. Alors, à côté, j'ai une pile de courrier parce que le facteur est passé très tôt. Voilà. Donc, et alors, le facteur est passé très tôt. Et comme ça faisait genre 10 jours que j'avais rien dans la boîte aux lettres, et ben voilà. Non, enfin, je rigole, ça fait pas 10 jours, mais c'est vrai que j'attendais plusieurs livres. Et là, je vois que il y a plusieurs choses. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas un courrier que j'ai envie d'ouvrir de toute façon. Et ok. Il y aura du Calman Levy, du Robert Laffont, du Gallimard, mais ça va être du Folio, et du sans nom. Mais avant, on va ouvrir ça. Donc ça, c'est un poche. Donc c'est mon calendrier de l'Avent livresque, vous le savez, vous savez. On est sur un format poche, et donc vous savez que je vais jouer aux devinettes. Vous savez que je vais vous dire, mais ça doit être le Claire McGowan. Ce thriller domestique qui est chez Hauteville, bien sûr, puisque ça fait, dès que j'ai un poche, en fait, je dis ça. Ah, attendez, il y a des rebords ou il n'y a pas de rebords? Mince, j'arrive pas à bien sentir. Je passe au-delà, je regarde pas. Hein. Non, c'est pas un Hugo. C'est pas un Hugo. En même temps,
je veux dire, il reste ça après. Hein. Ça, c'est les livres qui restent, d'accord? Donc, dans les livres qui restent, il y a un gros livre. Je pense que c'est un polar nordique. Enfin, je dirais un poche gros. Il y a des livres plus gros, enfin plus hauts. Donc là, pour le coup, ce ne sont pas enfin, c'est pas des poches, quoi. Tu m'as la parlé aujourd'hui. Donc, il me reste, en fait, 4 livres grand format. Je pense que ce sont des grands formats et pas des semi-brochés. Quoique j'ai un... Oh, peut-être des semi-brochés. Donc, j'ai 4 grands formats ou semi-brochés. J'ai 4 poches. 5 poches. Dont 2... Ah, il y en a un, c'est écrit 23. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est 24. C'est sûr. Pourquoi j'ai écrit 23? Là, j'ai écrit 23 alors que je vois que mon mari, il a écrit 23 sur un autre livre. Moi, j'ai écrit 21. Ouais, en fait, on s'en fiche, c'est pas très grave. Bon. Donc, là-dedans, j'hésite entre 3 livres pour le Claire McGowan. Je l'ai pas eu, hein. Alors, donc, il y a un petit bout noir là et noir de l'autre côté. Eh bien, c'est pas ça. Oui, alors, en fait, c'est parce que il est noir et il y a une écriture particulière là. Il n'y a rien du tout. Ça doit être Magali quelque chose, parce que je m'étais dit que je voulais découvrir aussi. Et du coup, c'était un livre, enfin, bon, bref. Allez, j'ouvre et je vous montre. Magali Collet, voilà. Et donc, ce livre, c'est quoi comme maison d'édition? C'est le Tourbillon des mots, c'est ça? Tornada Édition. Voilà. Et donc, c'est un peu particulier. Mais ça me tentait bien parce que j'avais envie de découvrir. Donc, comme une image. Voilà. On n'a pas le Claire McGowan, on est d'accord. Hein. Donc, le Claire McGowan sera encore à piocher. Ce livre va être le fil rouge de mon calendrier de l'Avent. Alors, j'ouvre maintenant bien mes colis. Donc, Calman Levy, je suis sûre à 99,9% de ce que c'est. Et donc, je suis sûre à 99,9% que je vais faire. Oh, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire. Ah, je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire le nouveau Johanna Gustafsson. Je suis trop contente, trop contente. J'avais fait le cover reveal avec Calman Levy et Johanna Gustafsson. Donc, je l'avais mis sur mon compte et puis on l'avait cross-partagé et tout ça. Ma chère Magdalena, que de joie de partager ce livre si spécial pour moi avec toi. Un cri du cœur, je t'embrasse bien à toi, Johanna. Oh, moi, je regarde rien de la 4e. Je veux pas du tout avoir d'informations. Je sais que ce sera très très bien. Donc, il sort début janvier, quoi. Après, j'ouvre un paquet. Robert Laffont. Alors, j'hésite entre 2 livres. C'est le nouveau livre de Claire Norton. Et que Dieu me pardonne, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il est assez court. J'aime beaucoup la couverture. Il est tout doux et tout. Je suis trop contente. Donc, merci beaucoup à Robert Laffont. Ensuite, j'ai un petit paquet de chez Gallimard, mais je pense que c'est Folio. Parce qu'ils m'ont contacté la semaine dernière. En fait, je joue maintenant aux devinettes tout le temps. Et donc, du coup, je pense que c'est Folio. Je pense que c'est un Caril Ferret. Ouais. J'ai mis l'enveloppe par terre, mais il y avait quelque chose dedans. Ah, un petit badge. Voilà. Donc, Okavango. Moi, Caril Ferret, je l'ai découvert avec le livre qu'il a sorti à la rentrée littéraire, donc ce qui n'est pas du tout ce qu'il écrit habituellement. Et donc, quand ils m'ont contacté pour me proposer ce livre, en plus il est dédicacé,
Eh ben, oui, ça m'allait parce que ça me permettra de découvrir, de le découvrir dans ce pourquoi il est connu. Voilà. Alors après, ah non mais ce ne sont pas des livres après. Après, je dois avoir un catalogue de 10-18. Ah ça c'est... Ah, c'est DJ Jeunesse. Mais en fait, j'ai vu plein de personnes qui disaient ah trop bien, merci pour la surprise. Je suis trop content et tout ça. Vendredi, parmi les partenaires, je n'ai pas du tout de souci de courrier. Pas du tout. C'est pas du tout bizarre que je reçoive les courriers longtemps après tout le monde. Tout va bien. Donc, et donc il y en a même qui disaient « Oh, moi je suis rentrée express midi pour pouvoir voir quelle était la surprise. » Moi je suis pas du tout rentrée express, j'étais en télétravail vendredi et... chers partenaires, c'est un petit cadeau de Noël et c'est trop gentil. Carnet de lecture du partenaire littéraire. Voilà. C'est trop gentil. Il y a des pages pour la palle. Et tout ça, c'est chouette, ça. Ah, il est bien fait. Ah, c'est chouette. D'avoir un point comme ça. Ah, bah, trop bien. Et puis, un badge. Et trop beau. Classe, hein. Trop contente. C'est trop gentil. Et donc, le catalogue. Catalogue 10-18. Enfin, je suppose que c'est le catalogue, parce que le format. Hop! Tadam! Le magazine 10-18 de l'hiver, de janvier-février. Je l'ai déjà eu, je ne l'ai pas déjà eu en numérique. Je sais plus, il faut que je regarde. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Mais si, je l'ai déjà... Oui, si, je l'ai vu. Je crois. Ça me dit quelque chose. Parce que j'ai demandé le dernier MJ Arledge qui est ici. Et j'avais vu qu'il y avait les livres de Antti Tuomainen. Et j'avais dû voir... Ah, si, ça me dit quelque chose. Les pages... Si, tout à fait. Je confirme. Voilà. Et bien, voilà ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres, voilà ce qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 17. Oui, non, oui. On est mardi 17. Voilà, donc je me suis pas plantée dans les livres que j'ai... Dans les choses que j'ai sorties pour le calendrier de l'Avent. On va bien ouvrir ça, par exemple. Voilà, alors, donc justement, ouverture des calendriers de l'Avent. Je vais vous remonter. Je sais pas pourquoi mon pied était si bas. Et pourquoi c'est de travers? Je sais pas. Donc, petit marque-page. Hop. Voilà. Comme les autocollants sortirent bien, j'ai pas envie de tout déchirer. Et donc, non, pas petit marque-page parce qu'il est grand. Alors moi, j'aime bien avoir... des marque-pages qui ne dépassent pas. Alors, c'est vrai, j'avoue que souvent, les marque-pages que j'utilise, c'est ça, hein, pour mes signets. Mais j'aime bien avoir des marque-pages qui ne dépassent pas. Et j'aime bien avoir des grands marque-pages pour mes grands livres. Donc là, la taille est parfaite. Et j'aime bien avoir des petits marque-pages pour mes livres de poche. Enfin, au format poche. Donc, en fait, c'est particulier parce que du coup, il faut comme une sorte de taille... c'est une sorte de taille parfaite, si vous voulez, pour les marque-pages dans mes livres. Mais c'est vrai que ça, je suis un peu pénible sur, comme je vous dis, cette hauteur. En fait, si le marque-page dépasse, forcément, je vais l'abîmer en le mettant dans mon sac, en le transportant quelque part. Et du coup, je vais avoir tendance à avoir genre un marque-page qui est nickel jusque-là. Et là... il est limite un peu plié, chiffonné, enfin j'aime pas du tout.
Donc au moins il est bien protégé, mais j'apprécie vraiment les grands marque-pages dans les grands livres, parce que sinon quand j'ouvre mon livre et que j'ai un petit marque-page, ça me fait tout bizarre, quoi. Voilà. Donc celui-ci, je sais que je l'utiliserai dans mes grands livres. Calendrier de l'Avent, palais d'été. Je prépare ma chaise pour accueillir les calendriers de l'Avent. Alors, ça me démange quand même d'arracher les petites fenêtres pour que je repère plus vite. Parce que là, par exemple, j'ai l'impression que le 8, je l'ai jamais ouvert, quoi. Là, cette partie-là, elle est presque terminée. Il restera le 20. On est déjà le 17, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Alors, d'ailleurs, faut pas oublier que, en fait, le 20... Attendez, j'ai rien pour le 20. Parce que vous vous souvenez que j'avais eu 2 jours de suite, là. Enfin, en fait, dans ma fenêtre 6, j'en avais 2. Et j'ai pas ouvert le 20, mais le 20, il y aura rien du tout. Je vous dis ça là, ça me paraît logique. Puis le 20, je vais faire, oh, bah, c'est bizarre, il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai. Alors, on est sur un thé vert aux fleurs de jasmin. Grand jasmin, Chengfeng. Voilà. Vous avez vu? Oui. Voilà, je croyais que ça faisait pas bien le focus. Donc voilà pour ça. Après, je vais ouvrir ma petite commode ancienne. On est toujours le 17. Alors, je ferme pas ma commode parce qu'il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait 3 autres choses dedans. Donc, j'avais ouvert notamment une cuillère à thé. J'avais ouvert une petite boule à thé. Et du coup, il en reste un 3e comme ça. Alors. Oh! J'ai l'impression de... Je sais pas, il y a l'impression d'avoir du pain dedans. Là, vous vous dites, si jamais elle compte se reconvertir en nez de thé, qu'elle change de voix, quoi. Ah, c'est bizarre. Alors, balade en Dauphiné. Ah non, ah oui, je vous confirme que je n'ai aucun espoir de faire une carrière dans un quelconque métier qui nécessiterait un odorat très développé. Donc, balade en Dauphiné de la marque Compagnie & Co. Thé noir, arôme noix, morceau de noix. Voilà, donc ce que j'imaginais être du pain, je ne sais quoi, c'était pas du tout ça. Alors, je vais ouvrir douceur de fée, là. C'est quoi? C'est vachement bizarre. Alors, je ferme ça, hop. C'est bizarre. Je comprends mieux. Alors, je comprends mieux, mais vous comprenez pas encore. On va avoir des petites gourmandises, trop bien. Du chocolat noir. Du chocolat noir, hop. Pardon, saveur popcorn. Je voulais regarder les dates, c'est pas écrit, mais bon, c'est bon, je fais confiance. Du chocolat noir, praliné pétillant. Et du chocolat au lait praliné d'amande. Les dates, j'ai une obsession pour les dates depuis que j'ai accouché de mon fils en octobre 2013, puisque la maternité où j'étais, enfin l'hôpital où j'ai accouché, dans lequel j'ai accouché, enfin bref, voilà, eh bien, avait du lait périmé depuis plusieurs mois. Et les premiers biberons que mon fils a pris sur les premières 24 heures, c'était du lait périmé depuis plusieurs mois. Et en fait, j'étais vraiment, enfin le soir d'avoir accouché, donc le matin j'ai accouché à 7h19, le soir, je donne le biberon, puis j'étais à moitié, voilà, et puis je regarde, et je dis c'est bizarre la date qu'il y a sur le biberon, c'est bizarre quoi, enfin... Voilà, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Puis là, je sors de la poubelle les petits biberons, quoi. Et donc, j'attends que quelqu'un passe dans la chambre. Il y a une sage-femme qui passe. Ou alors, j'ai sonné.
Oh, je sais plus. C'est quoi cette date en fait? C'est la date... Enfin... Ah, ben en fait, oui, c'est périmé. Mais vous savez, les biberons, ils sont encore bons puisqu'on les donne à qu'est-ce que je veux dire on les donne à l'étranger en fait, ces biberons-là. Une fois qu'ils sont plus bons pour la France, on les donne à l'étranger. Donc vous voyez qu'ils sont encore bons. La date, elle est juste comme ça. Je vous raconte même pas mon état. Voilà. Bon, je pense que je vous l'avais déjà dit. Enfin, ouais. C'est possible que je vous l'ai déjà dit. Mais donc en fait, ça, c'est un truc que j'ai de regarder les dates. Depuis ce moment-là, en fait, je me dis non. En fait, ce qui peut paraître logique, c'est-à-dire que on accouche à un endroit, on nous fournit des biberons, enfin qu'on paye d'une façon ou d'une autre, bien évidemment, et à nos bébés qui viennent de naître, qui sont quand même, voilà, enfin, que c'est une naissance, ça doit représenter un sacré truc quand même pour un bébé. Et puis après, il faut réussir à s'alimenter. Et l'alimentation, enfin, on sait, il y a quand même plusieurs choses qu'il faut, quand un bébé naît, il faut que ça aille, le sommeil, l'alimentation, voilà, un certain rythme, et puis après, c'est bon, mais voilà, il y a quand même des choses à mettre en place. L'alimentation en fait vraiment partie, surtout moi qui ai des enfants qui ont eu des fragilités, etc., etc., enfin, voilà, et enfin, mon fils faisait plus de 4 kilos à la naissance, donc il avait de la marge, mais en même temps, est-ce que c'est une raison pour ça? Non, enfin... Bon, donc du coup, depuis, c'est vrai que j'ai toujours tendance à regarder même des choses où on se dit, bien sûr qu'il n'y a pas de souci, je regarde. Voilà, et je fais bien puisque j'ai eu des fois des mauvaises surprises. Vous savez, quand vous faites des cadeaux entre vous, etc., avec des gens avec qui vous pensez que tout va bien et que vous vous rendez compte que la personne ne vous a offert que des produits périmés qu'elle a dû récupérer, que la personne a dû récupérer chez elle, ça fait bizarre. Voilà. Et puis des petits, donc tout ça pour dire pourquoi j'ai regardé, mais même si, bien évidemment, dans un calendrier de l'Avent comme ça, là pour le coup, je ne me pose strictement aucune question, c'est juste une mauvaise habitude quelque part. Et des petits gâteaux, voilà, ça je pense que les petits gâteaux, ils vont m'accompagner dans la matinée. Calendrier de l'Avent Kinder Bueno, voilà, voilà, Kinder Bueno, nous sommes toujours le 17. Oui, il est là. Voilà. Calendrier de l'Avent Milka. Un petit train. Waouh, j'ai réussi à l'enlever tout de suite. Du coup, ça n'a pas fondu dans mes doigts. Hop. English Tea Shop. Numéro 17. Tropical Lemongrass. Voilà, voilà. Et puis ça. Alors ça c'est quoi? C'est un livre, bien évidemment. Qu'est-ce que ça peut être? Alors je triche, je demande... Ah non, je l'ai pas là. Ah si. Est-ce que ça peut être un... Ouais. Franchement, la taille, c'est pas mal. Hein. Mais j'ai... Non, mais ça doit être... Non. Écoutez, la largeur, la longueur, l'épaisseur, ça correspond. Donc, je mise sur le tome 12 de cette série. Voilà, c'est mon pronostic. Ah tiens, il faut que je vous parle de ça. Voilà. Donc, je vais ouvrir. Je vais passer ma main à l'intérieur parce que la couverture, elle est très douce en fait. Oui, je confirme que je reste sur cette proposition. J'adore ça en fait. Non mais on peut pas être déjà le 17 parce qu'il me reste tellement peu de livres à ouvrir. Je voudrais ça toute l'année. Toute l'année. J'ai vraiment du mal à... Alors,
Je sais même pas dans quel sens il est. Et voilà. Bon, c'est vrai que j'ai triché en utilisant un livre, j'avoue. Voilà, c'est le tome 12. C'est le tome 12. Donc, il faut que je me mette à jour maintenant dans cette série. Vraiment. Vraiment, pour plusieurs raisons. Ouais, je vais le laisser là pour faire une petite photo pour les stories. Ah oui, puis j'ai dit qu'il fallait que je parle de ça. Et puis, il faut aussi que je vous parle du livre que je lis. Alors, j'ai reçu un petit paquet de Floris Illustration avec une carte qui accompagnait. En fait, elle m'a envoyé une sélection de marque-pages et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose parce que elle a notamment fait un marque-page casse-noisette qui est mon marque-page le plus précieux de Noël. Il est magnifique avec un magnifique pompon et tout. Il est trop beau. Vous pouvez le voir sur certaines de mes photos Instagram. Et donc, voilà. Du coup, désolée pour le papier, le bruit de papier. Du coup, Florine m'a envoyé quelques nouveaux marque-pages, en fait. Voilà, qu'elle m'a gentiment offert et je le remercie. Donc, nous avons celui-ci. Trop beau. Celui-là. Moi, je suis trop fan de cette histoire de pompons. Enfin, voilà. Et puis, avec des petits casse-noisette. Alors ça, ce serait génial d'avoir... Déjà, j'ai pas de couronne devant ma porte d'entrée. J'aimerais bien un jour réussir à en mettre. Et puis alors avoir 2 casse-noisettes comme ça qui introduiraient, je trouve ça trop beau. Quoi. Et puis avec également un petit pompon. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Florine pour cet envoi. Voilà. Donc sur le site internet florinelerichon.fr. Hop. Voilà. Oui, et donc dans ma famille, j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai dit que je parlerai aussi de ce livre. Donc, j'avance petit à petit, doucement, mais sûrement. J'ai pas énormément lu hier, mais j'avais beaucoup de choses en tête. Mon auto-challenge va être hyper compliqué. Hein. Ah ouais. Le burn-out est toujours là. Donc, je me régale toujours dans ce livre. Donc, ce livre, Hildur de Satu Ramo. Satu Ramo est finlandaise. Et du coup, j'avance. Là, ça se complique puisqu'on n'a pas qu'un seul meurtre. Je peux pas trop vous dire, mais on n'a pas qu'un seul meurtre. J'aime beaucoup. C'est vraiment prenant. Et puis, en fait, il y a eu d'autres passages hier sur le personnage là qui aime Jacob, le stagiaire finlandais qui aime le tricot. Et en fait, il va dans une mercerie et il cherche de la laine lopi et il dit en fait l'avantage d'être en Islande, c'est que vu que la laine lopi c'est une laine islandaise et il y a tout un descriptif dessus, en fait, il explique que ça lui permet d'avoir certains coloris qu'il ne peut pas avoir ailleurs du tout. Et notamment, un fameux coloris, je ne sais plus le numéro. C'est pas là. Ah non, là, il fait tout un truc en disant... non, mais c'est pas... Non, mais ça, c'est pas ce que j'ai... Qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà. Là, il dit donc qu'il entre dans la boutique. Il y a des mètres de laine lopi dans des dizaines de nuances différentes. De la laine à la fausse lopi, plus épaisse sur le mur du fond. Autant de nuances aussi pour la fine Einband. Et pour la laine non filée, Pleutulopi. Et la Pleutulopi, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon pull avec des têtes de renard. Sur les portants à vêtements étaient suspendus, en plus des pulls verts et des bonnets décorés d'un macareux, des couvertures en laine pour les chiens. Et en fait, c'est mis, donc il cherche
un coloris en particulier de l'Ethiopie, qui est le coloris 94-27, qui est une sorte de couleur rouille. Et après quelques recherches sur internet, c'est le coloris que j'ai utilisé pour le pull que je portais vendredi dans mon vlog masse précédent. Voilà, donc je trouve ça super rigolo, quoi, ces clins d'œil. Mais mis à part ça, il y a vraiment... ça se complique au niveau de l'enquête, c'est prenant. Alors, bizarrement, je retrouve pas forcément ce que j'apprécie dans les polars nordiques habituellement, en fait. Enfin, ça veut pas dire que j'aime pas le livre, c'est que je reconnais pas certains codes quelque part. Voilà, il faudrait que j'arrive à mettre davantage de mots sur ça, parce que j'aurais du mal à vous dire ce que je retrouve pas. Enfin, peut-être que le truc, c'est que je m'attache à Hildur, et Hildur me paraît presque gentille et chaleureuse, alors que les personnages principaux dans les polars nordiques, ils sont pas... c'est pas ce qui dégage, en fait. On va être, et là ça me fait penser au précédent polar nordique que j'ai lu ce week-end, on va être davantage sur quelque chose de psychologique, là c'est comme si Hildur, elle était moins creusée, voilà, on est moins à l'intérieur de sa tête, on comprend moins son fonctionnement. Par contre, en surface, on la connaît, et en surface, elle est assez sympa, en fait. Donc, c'est peut-être ça. Alors, c'est pas encore très précis ce que je vous dis, mais c'est peut-être ça que je pourrais avoir. Voilà. Donc, en tout cas, je vais continuer Hildur avec plaisir. Et puis, du coup, parce que j'ai tagué plusieurs fois l'autrice, notamment... j'ai fait une story avec le fameux pull et tout, je trouvais ça trop rigolo. Et l'autrice, en fait, a eu la gentillesse de repartager et de s'abonner à mon compte. Elle a un gros compte, elle a 40 000 abonnés, je crois. Et dans sa bio, c'est écrit un truc du style autrice de la série Hildur. Donc, j'ai pas creusé plus que ce que j'ai vu dans sa bio, mais je me suis dit, ah, série, ok. Ok, très bien. Eh bien, je me tiens prête alors pour les suivants. Et il a l'air d'être pas mal traduit et tout ça, quoi. Ah, mais non, mais c'est écrit là. C'est écrit là. C'est le premier volume d'une série de polars. Voilà. Située dans la petite ville où elle réside aujourd'hui. Bon, bah voilà. Non, mais en plus, je me souviens très bien que je vous l'avais lu, parce que c'était écrit Hildur, premier volume d'une série de polars, alors qu'en fait, elle s'appelle Hildur. Et ça m'avait perturbée. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, on se retrouve plus tard. Je vous retrouve avec un petit bonbon au miel. Et je vous retrouve rapidement parce que je vais bientôt clôturer ce vlog, mais j'ai reçu un livre ce midi. J'ai reçu ce livre-là, Le secret de Joseph Conrad de Hergé et Laurie aux éditions Héraclès. Donc je suis trop contente. Je vous lis la 4e que je vais oublier instantanément, et dans quelques semaines quand je le dirai, je vous dirai mais j'ai jamais lu la 4e, je sais pas de quoi ça parle. Enfin voilà, faut commencer à connaître un petit peu... Ma mémoire de poisson rouge sur certains points. Personne ne sait d'où il vient, ni ce qui l'anime vraiment. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il dit la vérité à tout le monde sur tout. Travaillant dans un anonyme du Midlands en Angleterre, Joseph Conrad saisit l'opportunité de quitter son travail pour réaliser son destin. De Paris à Saint-Gaudens, puis à Dublin et à Londres, Joseph Conrad traverse les paysages et les existences, transformant ceux qui croisent son chemin. Par ses gestes empreints de bonté désintéressée, il bouleverse des vies et inspire un mouvement inattendu. Partout, ses actes de gentillesse spontanée inspirent d'autres à faire le bien autour d'eux. Ce parcours attire bientôt l'attention des médias et des gouvernements, fascinés par cet homme insaisissable, sans passé, sans motivation apparente. Joseph reste un mystère aux yeux du monde. Est-il subversif, révolutionnaire, un nouveau sauveur, ou bien simplement un homme en quête de vérité, messager d'une vision nouvelle? Voilà. Et donc c'est mis dans Le secret de Joseph Conrad. Hergé et Laurie livrent un récit captivant sur la puissance de la gentillesse comme phénomène collectif. Une histoire qui interroge nos choix, notre rapport à la vérité et la place de l'espoir dans nos sociétés contemporaines. Voilà. J'aimerais avoir beaucoup de Joseph Conrad comme abonné. Que des Joseph Conrad. Voilà.
tout le temps. Non, non, mais je rigole. En plus, non mais, c'est vraiment c'est vraiment de l'humour parce que j'ai vraiment eu des commentaires très, très, très gentils sur mon précédent Vlogmas et ça me touche vraiment beaucoup. Donc, voilà, c'était de l'humour, mais pas au bon moment parce que là, vraiment, je vous remercie 1000 fois. Donc, il est écrit tout petit, tout petit. Voilà. Mais du coup, bah, ça me plaît beaucoup, quoi. Ça m'intéresse. Voilà. Et bien, du coup, c'était tout. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Et on se retrouve, du coup, très vite pour un prochain Vlogmas. Allez, à bientôt.